Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a protégé un pédophile. Ouais, c'est pas une vanne. Ce kiffeur de gamine sous la protection d'Oda, c'était pas n'importe qui. C'était un gars dont le talent égalait les plus grands mangaka de sa génération, le seul mec du Shonen Jump à avoir été capable de regarder le Big Three dans les yeux alors que ce n'était encore qu'un débutant. Pourtant, aujourd'hui, personne ne parle de sa série, mais si je te dis le nom de son manga, ça va sûrement te réveiller des souvenirs. Toriko. Ok, déjà avant de savoir comment Oda en est venu à le protéger, faut déjà comprendre c'est quoi Toriko et surtout le phénomène derrière. Du coup, imagine, tu vis dans un monde comme le nôtre, mais à une différence près. Il est divisé en deux. D'un côté, une petite partie qui représente la société humaine, de l'autre, une zone immense qu'on appelle les terres gourmets. Un endroit sacré où règnent les plus grands délices que l'humanité n'a jamais connus. Des fleurs en chocolat, des plaines de riz, des fontaines de fromage ou encore des cascades de limonade. Ouais, je pense que tu l'as compris, c'est l'endroit parfait pour tous mes gourmands de la chaîne. Là-bas, tout tourne autour de la bouffe. Les aliments les plus rares valent des millions et les plus dangereux peuvent littéralement coûter des vies. En gros, dans ce monde, c'est manger ou être mangé. C'est dans ce contexte qu'on suit Toriko, un gourmet hunter qui parcourt le monde avec pour unique but, créer le menu parfait. Une carte qu'il souhaite composer avec les meilleurs ingrédients, des mets qui dépassent même l'imagination. Durant ses aventures, il sera accompagné de Komatsu, un petit chef qui a pour objectif de devenir le plus grand cuistot de sa génération. Dans ce duo vont s'ajouter d'autres personnages, tels que les frères adoptifs de Toriko, mais aussi Rin, sa future prétendante. Vous avez capté, c'est le schéma classique de la team du héros. C'est comme ça que commence l'histoire de Toriko, un protagoniste avec son crew qui s'aventure dans des terres de bouffe pour accomplir leur rêve. Ouais, j'avoue, le concept est ouf pour une histoire de shonen, et pour l'époque, c'était grave original. Mais de là à finir dans les sommets à ce moment-là, ça paraît peut-être un peu abusé. Pourtant, il y a eu des millions de copies vendues, 2 OAV, une adaptation en animé, des films et des crossovers avec One Piece et même Dragon Ball. Comment c'est possible? Le frérot, on dirait qu'il sort de nulle part, il pose un classique comme ça, et ça fait des stats sans pression. Non, parce que dans le Shonen Jump, le magazine de publication le plus connu du Japon, bah ça relève du miracle ou du génie de pas avoir sa série annulée. Sur les 14 mangas proposés en 2008, il y en a que 4 qui ont vu leur sérialisation continuer. Et celui qui a duré le plus longtemps, bah c'est Toriko, de 2008 à 2016. Zerma, je me bavais encore dessus quand ça s'est fini. Comment un manga aussi atypique a pu être la plus grande anomalie du magazine dans les années 2010 et se hisser parmi les plus grands? Et surtout, comment c'est possible que Toriko ait vu le jour avec un auteur aussi problématique? Sachant que des années plus tôt, le Shonen Jump sera même prêt à se mettre à dos des millions de personnes, tout ça pour garder le mangaka. Et même en connaissance des dingueries qu'il va faire. C'est du jamais vu. Mais ça, c'est pour plus tard, parce qu'avant, il faut comprendre qui est l'homme derrière Toriko. Ce mec, c'est Mitsutoshi Shimabukuro, un petit jeune tout droit sorti de Sendai qui fait ses petits mangas dans son coin. Bon, je vais pas faire sa description Wikipédia, mais gardez bien en tête qu'il est vraiment bon en dessin. En 96, la rédaction de la Shueisha le repère en tant que futur jeune talent. À ce moment-là, c'est un gars de 21 ans qui surprend tout le monde avec son talent alors que c'est un parfait novice. Il est à peine repéré qu'il lance son premier vrai projet appelé Seikimatsu Leida Den Takeshi. Trop long, on va abréger ça en Leader Takeshi. En gros, ça suit l'histoire du personnage du même nom. Un petit avec 7 tronches, né avec de la barbe, 2 jours après sa naissance, il savait déjà marcher et même faire de la muscu avant de savoir parler. Et à 7 ans à peine, le bouc était déjà taillé Rock avec des poils au torse. Hein? Attends. C'est quoi ça? Mitsutoshi, il a fumé quel bail pour en arriver là? Non mais je veux le savoir. Non, en vrai, on peut décrire la dégaine du perso avec une seule chose. C'est un gag manga, un style d'histoire pour faire rigoler les gamins de l'époque. Et forcément, pour ce genre de manga, Shimabukuro, il met tout de son côté pour jouer sur l'absurde. Un perso principal trop moche, des têtes de fou, des situations qui n'ont vraiment aucun sens. Bref, Mitsutoshi, il s'adresse principalement à un public de jeunes skibidi, mais pourtant son manga, bah ça devient un succès de malade. Au point où dès les premières années de publication, il reçoit pas mal de prix prestigieux. Dès le début, on capte que l'auteur est fait pour le manga. Avec une seule et unique série, il est passé de random à véritable étoile montante du manga. Takeshi cartonne et se fait promouvoir de partout et notamment à la Jump Festa. C'est l'équivalent de la Japan Expo, mais cette fois-ci avec des vrais japonais, pas juste des gars sous Body Pilodrome. On en a marre de vous. Et c'est un privilège que seuls les mangas de fou peuvent obtenir. Le gars était tellement boosté que Eiichiro Oda, oui, le grand monsieur derrière One Piece, c'est devenu son pote. Pour la petite histoire, Mitsutoshi, quand il était encore au lycée, il avait checké un magazine pour voir les productions de débutants. Il lisait ça afin de voir leur niveau pour se rassurer du sien, et là, il voit un manga fait par un crack. Ce gars-là était caché sous un pseudonyme, mais des années plus tard, Shimabukuro voit le même style de dessin sur un nouveau one-shot. Et là, il fait le rapprochement. C'était ce filou d'Oda depuis le début. À une soirée pour aspirants mangaka, les deux se rencontrent, et c'est là qu'ils commencent à être amis. Les deux gars partagent les mêmes centres d'intérêt, et leur première série se lance quasi en même temps. D'un côté, l'un voit un génie qu'il doit surpasser, de l'autre, un ami sur qui compter pendant les débuts de sa carrière. Du coup, ça va créer une amitié très forte entre les deux, au point où ça va les amener à collaborer
collaborer plus tard sur un one-shot crossover, mais bon, on n'y est pas encore. Tous les astres sont alignés pour sa réussite, tout le monde voit le potentiel de Mitsutoshi et son destin est déjà tout tracé. Le message est clair, il doit devenir un grand mangaka. Mais tout ça, c'était avant l'incident de 2002. Cette fois-ci, on est en août, gardez bien en tête la date, on va y aller crescendo. C'est une période qui peut paraître banale en apparence, mais pourtant, Mitsutoshi vit sa petite vie d'auteur, son manga est en pleine croissance, il commence même à vivre de son taf, bref, une routine assez classique. Sauf qu'en coulisses, il se passe des choses pas très nettes. Pendant que tout le monde voyait juste un mangaka en train de réussir, lui, il était déjà en train de faire des trucs qu'il n'aurait jamais dû faire. Et ça va lui tomber très vite dessus. Le poste de police d'Isesaki va donc arrêter Mitsutoshi pour les faits suivants. Il a côtoyé une mineure de 16 ans sur internet et l'a payé pour qu'elle se prostitue. Ah bon, après les youtubeurs, c'est les mangaka maintenant. Vas-y Starfall, pourquoi je fais des vidéos comme ça moi? Pourquoi? Ça me rappelle d'autres histoires, on en reparlera sur la chaîne un de ces quatre, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça donne de la force. Merci. Bref, revenons à l'autre pointeur là. Non, pas celui-là. Vous pensez réellement qu'il l'a fait qu'une seule fois? Bah non, sinon c'est pas drôle évidemment. 3 semaines plus tard, la police le relie à d'autres infractions similaires, qui révèlent qu'il a fait la même chose avec d'autres lycéennes. Des messages, des factures et des check-up d'hôtel, le gars a créé un plan qu'il a littéralement répété en boucle. Il me dégoûte. Mais ça va, en vrai, la justice punit toujours les criminels, donc ça devrait bien se finir, non ? En octobre de la même année, le juge le condamne à une mise à l'épreuve et il passe très proche des 2 ans de prison pour prostitution infantile, pour finalement purger sa peine, mais cette fois-ci en sursis. Ouais, c'est abusé, je sais. À la suite du scandale, sa série Leader Takeshi est annulée, heureusement. Du coup, là tu vas te dire que ouais, c'est la fin de l'histoire, il s'est fait semi-cancel, c'est fini pour lui, bref, il est finito, et pourtant... Tu te souviens que le Shonen Jump et Oda l'aimaient beaucoup? Eh ben, ce détail-là a toute son importance pour le futur de sa carrière. Ok, maintenant que vous avez saisi le personnage, on va parler de ce qui s'est passé après. Le cas Shimabukuro a suscité énormément de controverses, et c'est normal, des gens s'indignent des actes de l'auteur, et forcément dans tout ça, il y a une problématique qui ressort. Peut-on vraiment dissocier l'œuvre de l'artiste? Pour répondre à ça, j'ai approfondi les recherches, et j'ai vu qu'un magazine de publication concurrent a répondu très humblement à la question. Même si l'auteur a des problèmes, si l'œuvre elle-même est de qualité, il n'y a aucune raison de la retirer de la vente. C'est quoi cette phrase de fou? Ils calent ça banal comme si c'était normal. Selon eux, le travail artistique devrait exister séparément des problèmes de son créateur. Et on peut comprendre d'où vient leur point de vue, parce que c'est des japonais. Et ouais, dans la société et la culture japonaise, on penche plus la balance sur le pardon et la réintégration sociale plutôt que la punition. En soi, comme postulat, c'est honnête. Ils mettent en avant un aspect positif malgré les actes horribles des criminels. Mais moi dans tout ça, avec mon regard occidental, je me demande c'est quoi la limite? Parce que c'est bien sympa de pardonner, mentalité no-enemies, tout ça, mais est-ce qu'on peut vraiment pardonner tout le monde? Peu importe l'acte ou le travail de l'individu. Honnêtement, moi, je suis mitigé sur la question. Je suis là à défendre des séries en tant que lecteur parce que j'estime que c'est des bonnes œuvres. Certaines histoires sont créées par des ordures, mais ils expriment pas leurs atrocités dans leurs séries, qui sont pour la plupart pleines de belles valeurs. Pourtant, ça m'empêche pas de dire que leurs auteurs sont des merdes. Ouais, je parle bien de Shimabukuro ou l'auteur de Kenshin par exemple. Et vous savez c'est quoi le point commun entre ces deux-là? À part le fait d'être pédo. Bravo, vous avez deviné, ils ont tous les deux un lien avec Oda. À croire c'est un aimant à p***, c'est une dinguerie, c'est quoi ça? Mais du coup, après tout ça, est-ce qu'il existe vraiment un moyen de relancer une carrière pareille des suites d'un aussi gros scandale? Eh ben Shimabukuro, lui, il a réussi l'impossible. Peu de temps après le scandale, il tente de refaire fonctionner sa carrière en faisant peau neuf avec un nouveau projet appelé Ring, un manga de sport humoristique. Une nouvelle création qu'il tente pour cacher au public son passé criminel et potentiellement relancer sa profession. Sauf que c'est un gros flop sa mère. Non vraiment faut le dire, j'ai lu le manga pour la vidéo et c'est nul, c'est nul. C'est la douche froide pour le mangaka. Sa carrière a été réduite à néant, un avenir gâché dont il est lui-même le responsable. Mais pourtant, il reste quand même un espoir. Quelques années après, il reprend Leader Takeshi, son premier succès pour enfin lui donner une vraie fin. L'accueil est plutôt positif pour la renaissance de sa première réussite, ce qui laisse penser que suffisamment de temps s'est écoulé pour que les gens aient oublié son passé criminel. Du coup, là tu te dis, c'est quoi ce bordel? On l'avait pas boycott lui à la base? À la base, oui, mais tous ces petits projets lancés ou repris après ses arrestations avaient simplement pour but de déterminer si Shimabukuro pouvait se permettre de revenir dans le Jump. En gros, il tâtait le terrain. Du coup, ça voudrait dire que le Jump a fait une collab secrète avec lui depuis le début. Parce que oui, vous l'avez peut-être capté, mais les deux séries que j'ai citées
papier ont été publiés dans 2 magazines différents pour prendre la température. Mais ces 2 magazines-là sont liés à une seule et même entité, la Shueisha, les gars derrière le Shonen Jump. Ça fait plaisir, vous suivez enfin. Par contre, il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu pour que Shimabukuro revienne dans le magazine. Et vous l'avez deviné, c'est grâce à son cher ami Eiichiro Oda. On parle de lui depuis tout à l'heure, sa relation avec tout ça, mais le vrai problème derrière, c'est le fait qu'il le protège. Suite au scandale lié à Mitsutoshi, l'auteur de One Piece aurait sûrement plaidé auprès de la Shueisha pour lui laisser une seconde chance. Et c'est une théorie qui peut paraître crédible vu qu'il fera finalement ce retour dans le Jump quelques années plus tard, nous faisant donc comprendre que, déjà à l'époque, Oda avait un début d'importance dans certaines décisions éditoriales. En plus, avec le succès phénoménal qu'a eu One Piece plus tard, il devient le seul vrai privilégié du magazine, donc sa parole vaut de l'or. Maintenant que Mitsutoshi sait que son passé a été oublié et qu'il a été aidé, il lui faut une nouvelle histoire, un nouveau récit à la hauteur de son premier succès. Pour ça, il ressort un one-shot qu'il avait produit avant sa première arrestation, il le corrige pour le remettre à neuf et le resoumet là où tout a commencé. Son projet se fait accepter et ça y est, le monstre était né. Toriko est l'un des mangas les plus importants de la décennie, c'est littéralement le shonen qui s'asseyait banal à la table de One Piece. Pourquoi vous allez me dire? Parce que regardez, c'est magnifique, j'ai faim putain, je me défonce le bide après cette vidéo, c'est bon? C'est un des rares mangas qui pouvait égaler One Piece avec son world building. Je sais pas si on se rend compte de l'indinguerie, c'était le phénomène des années 2010. En une semaine à peine, les 2 premiers tomes de la série s'écoulent à 70 000 et 60 000 unités vendues. C'est une performance monstrueuse, permettant au manga de se classer dans le top 10 du classement des meilleure vente au Japon à l'époque. Le gars banal, il revient en scred, évite à nouveau le cancel et en plus, son nouveau manga se tape normal avec le Big 3. Non mais ça y est, je vais me briser le crâne, c'est pas possible, c'est quoi ça? Adaptation d'animé, création de produits dérivés avec des montagnes de figurines, des jeux vidéo, films et des millions d'exemplaires vendus sur les années qui suivent. Bref, Shimabukuro avait récupéré sa couronne et réussi l'exploit de la refaire briller encore plus avec une image salie. Mais vous vous souvenez de la Shueisha? Leur petite alliance de farfadets malicieux? Vous savez quelle est la véritable raison derrière la mise en avant d'un pédo? La thune. La thune, évidemment! Et derrière l'argent se cache un objectif très clair, récupérer leurs pertes. Parce que sa première série avec le petit moche, c'était un gros hit aussi, mais à cause de son scandale, ça a fait perdre de l'argent à la maison d'édition. Et du coup, en voyant le potentiel de Toriko, ils font tout pour propulser la visibilité du manga et récupérer l'étal qu'ils avaient perdu. Et ces petits filous, pour atteindre un public international, ils vont utiliser un stratagème particulier, utiliser leur licence phare. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez seulement Toriko avec le crossover qu'il a fait avec Dragon Ball et One Piece. Et il y a une raison à cette collab. Derrière, les 3 séries étaient gérées par le même studio d'animation. En plus de ça, vous vous souvenez plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé d'un one-shot qu'il a fait avec Oda. Et ce crossover-là, bah c'était bien entre One Piece et Toriko. Enfin, on a une confirmation à cette histoire. Eiichiro Oda le protège vraiment. Et en plus de ça, il joue aussi un rôle important, un soutien professionnel pour le taf de Mitsutoshi en utilisant One Piece comme tremplin à la popularité de ce dernier. Donc gros coup de com' pour Toriko qui se fait direct associer avec des grandes figures du manga. Mais c'est pas tout. Le truc le plus choquant, c'est que lors des diffusions à la télé, Toriko remplaçait Dragon Ball Z Kai et était exprès placé avant One Piece pour surfer sur la hype de la série. C'est zinzin. Genre c'est littéralement une chance tous les 36 du mois d'avoir une telle exposition. Aucun manga n'avait eu ça auparavant, et encore moins une œuvre écrite par un auteur pédo. L'anime devient grave accessible grâce à Crunchyroll, l'ADN, mais aussi un petit peu Game One en France qui le diffusera peu de temps après la fin de la série. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu perso, mais bon, bref, on s'en fout. Tout était encore parfaitement aligné pour ce prédateur. Une nouvelle carrière, une nouvelle vie avec une image propre. Tout était trop parfait. Sauf que très vite, la réalité le rattrape. Ok, pour imager cette partie, je vais illustrer avec un exemple. Est-ce que vous connaissez le streamer Zod? Zod, c'est un gars qui est apparu dans un concept de Squeezie pour en gros lui permettre de vivre une vraie carrière sur Twitch. En vrai, grave cool comme initiative, pas vrai? On lui offre un setup, des overlays, on lui fait même de la pub de zinzin. Et bah imaginez maintenant que Toriko c'est Zod, que One Piece et Dragon Ball c'est Squeezie et Locklear. Vous comprenez le lien? Une personne qui se fait méga booster par des gros noms et qui a le succès tout tracé grâce à ça. Sauf que, vous savez ce qui s'est réellement passé avec Zod? Bah il a totalement disparu. Il a pas su gérer la pression des réseaux, tout ça en le dégoûtant du stream. Et Toriko, il va disparaître de la même façon, mais pour d'autres raisons. La série était à la fois une des plus grosses réussites du magazine, mais c'est aussi le manga qui a lancé une tendance, celle du potentiel gâché. Au fil du temps, l'œuvre baisse en qualité et on le ressent très vite avec les ventes qui diminuent chaque semaine. Les arcs narratifs attirent de moins en moins de lecteurs comparé à la concurrence qui a su se diversifier avec le temps, en s'adaptant au public qui grandit et qui se modernise. Parce que oui, le manga Toriko faisait trop copie de One Piece, mais ne faisait pas non plus assez moderne à cause de ses persos au style très vieillot, qui rappellent les musculatures Tah Jojo Prime ou Ken le Survivant. Les standards physiques des protagonistes ont évolué avec le temps, laissant place à des héros plus minces, un genre beaucoup plus semblable au public cible du Shonen Jump. Il y a aussi l'anime qui est un des points clés de sa chute. Son adaptation télé a subi énormément de censure par rapport à son support d'origine. La qualité de l'animation...
laisse à désirer, ce qui fait baisser de plus en plus le nombre de spectateurs et force la série à se conclure après 147 épisodes. En plus de tout ça, on est fin des années 2010, donc internet et les réseaux c'est devenu archi commun. Et forcément, le scandale de l'auteur refait surface et fait connaître son passif criminel aux fans occidentaux. Les fans de la série se révoltent en comprenant que le manga qui les appréciait était à l'origine celui d'un criminel non condamné. En même temps, nous en Occident, on fait pas les aveugles sur ce sujet-là. Et l'image de son auteur se salit encore plus. En 2016, le manga finit par se conclure, une fin qui sera forcée par son éditeur qui gâche la conclusion de Toriko. C'est finito pour Shimabukuro. Il n'existe plus aucune porte de sortie pour lui permettre de refaire décoller sa carrière d'auteur. Si je dis ça, c'est pas pour rien. Il a déjà tenté de relancer des projets. Peu de temps après la fin de Toriko par exemple, il sort deux one-shot, mais bon on va pas s'attarder plus que ça dessus. Et plus tard, il retente une série qui s'appelle Bulking. Mais bon, cette fois-ci, gros flop. Mais genre vraiment sale. C'est une catastrophe en termes de narration, et le concept de l'histoire ne donne pas très envie. Et ça, les lecteurs du magazine l'ont très vite compris. Toute une succession d'événements qui poussent Toriko et ses autres projets à des fins prématurées, enterrant pour de bon son créateur dans l'obscurité la plus profonde. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? On a d'un côté un manga qui a marqué une génération, avec un univers unique, un concept original et un succès qui a su rivaliser avec les plus grands. Et de l'autre, un auteur dont le passé est impossible à ignorer. Mais là où toute cette histoire devient intéressante, c'est quand on regarde autour de lui. Parce que oui, on a beaucoup parlé d'Oda, de la Shueisha, du système, de l'argent, des décisions en coulisses, mais faut être honnête 2 minutes. Ni Oda, ni le Jump, ni même l'industrie ne sont les vrais responsables de ce qui s'est passé. Eux, ils ont simplement fait ce que font toutes les grosses industries. Ils ont flairé un potentiel et ils l'ont exploité. C'est discutable, oui, mais c'est comme ça que le système fonctionne malheureusement. Mais Oda dans tout ça, c'est quoi son vrai rôle dans cette affaire? C'était pas un juge, ni même de la justice, c'était juste un mec qui a aidé un ami, sans forcément cautionner ce qu'il a fait. Le vrai problème depuis le début, il a toujours été le même, Shimabukuro. Parce que peu importe le talent, le succès et les secondes chances, à la fin, t'es toujours responsable de tes actes, et ça, personne peut l'effacer. Même pas un manga à succès, ni même One Piece ou tout le Shonen Jump derrière toi. Et pour finir, ce qui est presque ironique dans toute cette histoire, c'est que malgré tout ce soutien, malgré tout ce système qui l'a remis sur pied, Shimabukuro n'a pas été détruit par son passé, il a été détruit par un truc beaucoup plus simple, son manga n'a pas tenu sur la durée. Depuis le début, on nous le vendait comme un auteur à la carrière toute tracée, pour qu'au final, on comprenne que c'était pas un bon mangaka. Il n'a pas su être à la hauteur de la concurrence, et s'est renfermé sur ses propres capacités, se faisant écraser par son propre ego. Aujourd'hui, Toriko reste une anomalie, un énorme succès dont plus personne ne parle. Et toute cette histoire nous laisse avec une question simple mais dérangeante. Est-ce que le problème, c'est vraiment le système? Ou est-ce que depuis le début, le seul vrai fautif, c'était déjà lui?